Ok, donc bonjour tout le monde et bienvenue dans cette formation autour de N8N et de l'algorithmique. Donc c'est une formation qui est axée débutant. On va essayer de voir ensemble vraiment toutes les bases de cet outil, comment il fonctionne, comment fonctionne l'interface, comment on importe une node, comment fonctionne une node. Et donc l'idée à la fin c'est de réussir. Donc si vous partez de zéro, le but c'est qu'à la fin vous sachiez créer un workflow, même un workflow basique, mais un workflow quand même. Alors, au niveau du programme, voilà comment ça va se dérouler. Donc déjà, on va parler un peu des fondations, donc notamment au niveau de l'algorithmie. Je vais vraiment essayer de vous expliquer comment est-ce qu'il faut penser, quel est finalement le schéma de pensée à avoir avant même de créer un workflow, pour vraiment poser vraiment toutes les bases méthodologiques. Ensuite, on va justement voir un peu ensemble les bases de N8N, au niveau de l'interface, au niveau de tous les mécanismes de base. Pour le troisième module, on va voir ensemble les nodes vraiment que je juge les plus essentielles à connaître pour vraiment commencer à créer ses premiers workflows. Et en quatrième module, on va tout simplement commencer à pratiquer. Donc vous allez avoir des exercices que je vous ai préparés, histoire de s'exercer, car la théorie c'est bien, mais la pratique c'est mieux, on va pas se mentir. Alors, déjà, qu'est-ce que l'algorithmique appliqué à l'automatisation? Donc, si on reprend la définition même de l'algorithmie est un domaine d'étude de la résolution de problèmes par la mise en œuvre de suites d'opérations élémentaires selon un processus défini en aboutissant à une solution. Quand vous apprenez un langage en programmation, c'est généralement la première chose qu'on vous enseigne. Alors pourquoi est-ce que je surligne ça? Lorsqu'on apprend à utiliser un outil comme N8N, c'est un peu comme si on apprenait un langage, mais forcément sans coder. D'où l'intérêt d'utiliser un outil comme N8N, qui est un outil no-code, ou plutôt low-code. Donc pourquoi c'est essentiel? Parce que forcément l'outil ne réfléchit pas pour vous, donc c'est à vous d'avoir la logique, donc à vous d'avoir ce schéma de pensée un peu algorithmique. Finalement, l'automatisation, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait de traduire une idée, donc un processus, de traduire une idée tout simplement en instruction claire, pour que justement ça en devienne un processus basé sur une chaîne d'instructions. Et donc, sans logique, finalement, sans logique, sans workflow, vous n'avez aucune automatisation. Donc voilà pourquoi c'est, selon moi, un point très important à mettre en lumière avant même de commencer quoi que ce soit. Et donc c'est ce qui m'amène sur les 3 briques fondamentales en algorithmique. Un point très très important. Lorsque vous souhaitez créer un schéma algorithmique, il faut que vous compreniez déjà cette notion de variable. Qu'est-ce qu'une variable? Qu'est-ce qu'une condition? Qu'est-ce qu'une boucle? Alors, je ne vais pas non plus rentrer trop dans les détails. Une variable, tout simplement, c'est un élément qui va nous permettre de stocker et manipuler une donnée dynamique. Et on a cette notion aussi de condition, donc c'est justement ce qui va nous permettre de prendre des décisions au niveau de l'automatisation. Et enfin, on a cette notion de boucle qui nous permet tout simplement de répéter une action. Et donc là, si on fait la corrélation avec N8N, tout simplement on a un nœud qui s'appelle boucle, ou loop plutôt. Alors maintenant, si on fait le parallèle avec ce schéma ici, donc tout commence forcément par un début, donc un trigger, d'accord? Donc une action qui va initier le processus. Je ne l'ai pas noté à gauche, mais évidemment, lorsqu'on parle de processus d'automatisation, de programme, d'algorithmie, on a forcément un début. Donc finalement, quelque chose qui vient déclencher notre programme. Alors ça peut être soit manuel, d'accord, un trigger manuel, ou alors ça peut être tout simplement un élément déclencheur qui va venir s'enclencher suite à une action automatisée. Donc ça, forcément, ça dépend du workflow qu'on va créer, de l'automatisation, de l'idée qu'il y a derrière. Ensuite, donc cette variable, ici, c'est tout simplement i. Et i va justement stocker la valeur suivante, donc qui est pour l'instant de 0, d'accord? L'objectif étant d'aller de 0 à 10, on va forcément rentrer dans une condition qui va à chaque fois vérifier si notre 0 correspond à 10, ou bien est-il supérieur à 10. Si i est égal à 10, ou bien i est supérieur à 10, et bien à ce moment-là, la condition est validée. Si c'est le cas, on rentre dans cette fameuse boucle qui va tout simplement venir appliquer l'action suivante, i plus 1, tout simplement. Donc là, c'est justement la fameuse itération dont je vous parlais. Et donc là, vous l'aurez compris, on est toujours dans la condition, d'accord? Donc elle est forcément valide. Et à ce moment-là, on réitère l'opération. Donc encore une itération en plus 1, jusqu'à arriver à 11. Et une fois arrivé à 11, forcément, on sort de la boucle, parce que la condition n'est tout simplement plus valide. Car tout simplement, i, à ce moment-là, n'est plus inférieur à 10, et n'est pas égal à 10 en même temps. Donc forcément, on peut sortir de la boucle, et ce qui nous amène à la fin. Donc à la fin, i est égal à 11.
Donc voilà un peu comment fonctionne l'algorithmique. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez comprendre pour que vous puissiez créer vos propres workflows. Ok, donc maintenant, on passe à la suite. Non, je vais vous parler, enfin en tout cas, je vais vous partager mon schéma de pensée lorsque je m'apprête à créer une automatisation de la façon la plus efficace possible. Forcément, au début, vous avez une idée de ce que vous voulez créer, mais c'est très important de vraiment visualiser l'objectif, enfin plutôt le résultat attendu à la fin de votre workflow, pour que derrière, en fait, vous puissiez créer un schéma. Donc ça peut être un dessin sur un carnet, d'accord. Mais le but, ça va être de créer ce qu'on appelle un flowchart. Donc c'est un peu ce que je vous ai montré dans la slide précédente, ici, pour tout simplement visualiser le processus de création, d'accord. Donc l'idée, en fait, c'est vraiment de prendre votre schéma, votre dessin, votre flowchart, vous appelez ça comme vous voulez, et de venir traduire les blocs que vous voyez en bleu ici là, sous forme de nodes N8N. Donc par exemple, le début, si on veut que notre schéma s'enclenche manuellement, d'accord, si notre programme s'enclenche manuellement, on va directement deviner que ici on va utiliser un trigger manuel, d'accord. Donc si on veut que ça soit automatisé de façon périodique, et ben on sait quel nœud on va utiliser directement, il n'y a pas à se poser la question. Et donc finalement avoir ce schéma en tête ou sur une feuille de papier, c'est ce qui va nous aider justement à créer notre workflow. Et d'ailleurs, je vais vous partager une petite astuce pour justement venir créer vos flowcharts. Si vous avez un peu la flemme, comme moi, de toujours prendre un carnet de notes et votre stylo, vous pouvez utiliser ce site-là. Donc c'est pas une affiliation ou quoi, hein, mais c'est juste un petit partage comme ça. Donc ça, c'est quoi? C'est un outil qui va vous permettre de créer un peu des flowcharts comme celle-ci. Bon là, je vous spoil l'atelier numéro 2. Mais voilà, l'idée, c'est que d'utiliser leur langage à eux, d'accord. Donc pour ça, ils ont une doc, donc enfin leur langage, leur syntaxe plutôt. Donc vous allez prendre cette doc-là, d'accord, et vous allez l'envoyer à ChatGPT en lui expliquant votre idée, tout simplement. Donc vous allez lui dire, voilà, je souhaite créer une automatisation qui permet de faire ci, qui permet de faire ça. Donc soit ChatGPT vous donne directement la flowchart, soit si vous voulez avoir quelque chose d'un peu plus fourni, un peu plus complet comme ça, vous pouvez lui demander lire la documentation pour vous donner une syntaxe similaire à celle-ci, évidemment corrélée avec ce que vous voulez faire. Et à la fin, ça vous génère, donc à la base, il n'y a rien, hein, c'est vide. Et donc là, vous lui donnez la syntaxe, et puis ça vous donne directement un schéma comme celui-ci. Une fois que vous avez votre schéma en tête, ou sur une feuille de papier, ou alors sur l'outil que je viens de vous montrer, donc il vous suffit tout simplement de passer à l'action. Et pour ça, on va venir chercher les nœuds. Donc une fois que vous avez votre flowchart, vous pouvez tout simplement passer à l'action et créer votre workflow en tout simplement cherchant les nœuds qui vont faire sens à votre schéma, tout simplement. Par exemple, je sais qu'ici, pour ce triangle-là, je vais utiliser le nœud if. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va voir les différents nœuds à utiliser, en tout cas les nœuds essentiels. Pour rappel, dans N8N, vous avez plus de 400 nœuds. Donc évidemment, je ne vais pas vous montrer tous les nœuds et leur fonctionnement. Mais vraiment, l'idée c'est de se concentrer vraiment sur les nœuds natifs de N8N et vous se concentrer encore une fois sur ceux qui aujourd'hui ont le plus d'impact, on va dire, sur l'automatisation. Donc forcément, on va parler des nœuds IA, d'accord. Donc qu'est-ce qu'un LLM, qu'est-ce qu'une node LLM, qu'est-ce qu'un agent IA. Et évidemment, on va revoir un peu les nœuds utilisés en algorithmie, donc forcément la boucle, la manipulation de données, mais aussi tout ce qui est conditions, donc if, switch, etc. Et cette fameuse node de trigger pour justement commencer son workflow, parce que si on comprend pas cette notion de trigger, c'est un peu compliqué pour démarrer une automatisation. Donc voilà comment se présente l'interface de N8N. Sur le bandeau à gauche, vous allez avoir la possibilité de gérer votre espace personnel, donc notamment vos différents workflows, vos identifiants, donc ça c'est quelque chose qu'on va voir juste après, et voir toutes les exécutions qui sont en cours. Donc là vous avez un accès directement à la marketplace de N8N, donc c'est ici que vous allez retrouver pas mal de workflows créés par la communauté et créés par N8N eux-mêmes. Ici, dans Variable, vous avez une fonctionnalité qui est uniquement accessible depuis la version payante de N8N, mais ici, ça ne nous intéresse pas, car c'est vraiment pas essentiel. Pour info, moi je suis sur mon propre N8N installé sur mon propre serveur. Ici, avec la petite cloche, vous allez avoir directement toutes les nouveautés suite aux versions de N8N, donc ça peut être intéressant de jeter un coup d'œil. Voilà, et puis si vous dépliez la section Help ici, vous avez accès à toute la documentation de N8N, et vous avez aussi accès aux différents cours sur les bases de l'outil si jamais vous souhaitez approfondir vos connaissances. Voilà, donc ça c'est assez basique, pour l'instant on va pas s'y attarder dans cette formation. Donc nous ce qui nous intéresse c'est directement la création de workflow. Donc pour ça il vous suffit d'aller dans Personal ou alors directement dans Overview, et là vous avez un bouton tout simplement Create Workflow, donc vous cliquez là,
Et ici, du coup, vous avez la possibilité d'ajouter vos nodes pour créer vos interconnexions et vos automatisations. Donc au niveau de cette interface, il y a quelques options à connaître. Déjà, la première chose à savoir, c'est que les sauvegardes se font manuellement, en tout cas pour l'instant. Donc vous devez toujours cliquer sur Save avant de quitter cette interface-là, de quitter un workflow, pour éviter de recommencer vos opérations. Donc ça, sachez-le, c'est très important. Ensuite, vous avez cette notion-là de inactive-active. Quand vous avez un workflow qui est créé ou importé, pour qu'il puisse fonctionner en automatique, sans que vous ayez le besoin de le trigger manuellement, vous avez besoin de cocher la case juste ici pour que le workflow soit activé, tout simplement. Et d'ailleurs, en parlant d'importation, donc là vous avez les 3 petits points ici qui vous permettront d'importer un workflow déjà existant, donc soit depuis la marketplace que je vous ai montré précédemment, ou alors directement, ça peut être un fichier JSON généré par l'IA, ou alors un fichier JSON que vous pouvez très bien trouver sur internet, notamment sur GitHub. On a plein de repos aujourd'hui avec énormément de workflows qui sont partagés, donc ça peut être intéressant de partir sur un JSON déjà préconçu, et ensuite venir le modifier à la main en fonction de ce qui nous intéresse. Voilà, pour ma part, c'est ce que je fais très souvent quand je ne pars pas de zéro. Ici, vous avez un bandeau gris qui vous permet d'accéder à différentes visualisations. Donc ici, on a la partie Editor qui vous permet tout simplement d'éditer le workflow en question. Et ici, dans Exécution, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on peut voir toutes les exécutions des nodes qui sont en cours. Donc là, forcément, aucune exécution est en cours, car tout simplement, je n'ai encore rien créé. Et à droite, vous avez la possibilité de tester vos workflows. Donc ça, c'est une nouvelle fonctionnalité qui est sortie sur n8n récemment. Pour ma part, je ne l'ai pas encore testé, mais pour faire simple, ça vous permet de tester la performance de vos données dans vos workflows. Mais dans cette formation, on ne va pas s'y pencher, car je n'ai pas vraiment testé cette fonctionnalité. Je ne sais pas vraiment encore ce que ça vaut, étant donné qu'elle est toute nouvelle. Pour l'instant, on va rester avec des tests manuels. Donc évidemment, quand vous créez un workflow de zéro, la première chose qui nous intéresse, c'est le trigger. Donc là, si vous cliquez sur le petit plus, on vous propose d'ajouter un trigger. Donc c'est toutes les nodes qui vont vous permettre d'enclencher l'automatisation de votre workflow. Donc soit on part sur quelque chose de manuel, donc je vous montre l'exemple. Si j'ajoute cette node là, eh bien, il va falloir que tout simplement je clique sur Execute Workflow pour que mon workflow s'exécute. Donc évidemment, il y a d'autres types de triggers, donc on va les regarder. Dans la partie One App Event, ici on va retrouver la plupart des intégrations qui peuvent enclencher, qui peuvent trigger un workflow. Parce que comme je vous l'ai dit, en fait, dans n8n, on a les nodes de base, et on a des nodes qui ont été créés pour pouvoir être intégrés avec une application tierce. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a le One App Event. Donc on a une adresse mail Outlook. Ce qui nous intéresse forcément, c'est d'utiliser l'intégration Outlook. Donc là, vous voyez que cette node, elle a la possibilité de trigger le workflow lorsque, par exemple, un message est reçu. Donc si on clique dessus, toutes les minutes, on va avoir un check qui va être fait sur la boîte de réception, et une fois qu'un mail sera reçu, le workflow va s'enclencher. D'accord ? Donc nous pour l'instant on va rester sur le trigger manuel, mais avant je vais juste vous montrer les autres types de triggers qu'on peut avoir. Alors au niveau des autres triggers, on a celui-ci qui permet de tout simplement enclencher le workflow automatiquement sur une certaine durée, au niveau d'un certain intervalle. Par exemple, si je veux que mon workflow s'exécute tous les jours, c'est ce trigger-là que je vais utiliser, et je vais utiliser les paramètres suivants. Donc le trigger intervalle, je vais lui dire tu vas t'enclencher tous les jours, donc tu vas t'enclencher une seule fois. D'accord ? Et je peux aussi lui donner l'heure à laquelle il va s'enclencher. Donc au niveau des autres intégrations, enfin plutôt des autres triggers, on a le One Webhook Call, d'accord ? Donc là c'est ni plus ni moins qu'un webhook, ok ? Donc admettons qu'on fasse une requête HTTP au niveau de cette URL là, tout simplement ça enclenche le workflow, d'accord ? Voilà, puis là vous avez les paramètres d'authentification si jamais il y a besoin. Et donc donc je vais pas rentrer dans les détails sur qu'est-ce qu'un webhook, parce que c'est pas vraiment le sujet, mais disons que la particularité à savoir, c'est que vous pouvez avoir deux types d'URL, d'accord ? Donc on a le test URL qui est là, et le production URL. Le production URL, c'est ce que vous allez utiliser lorsque le workflow sera actif, d'accord ? Donc là, mon workflow est activé. Ce qui veut dire qu'on rentre en production, d'accord, comme c'est écrit ici.
Et donc par définition, si on utilise l'URL de test, donc si vous avez votre data que vous envoyez sur l'URL de test, le workflow à ce moment-là ne va pas s'enclencher. Par contre, si vous rentrez cette URL là, qui est l'URL de production, là ça fonctionnera. Voilà, donc ça c'est la petite particularité à savoir, très impératif lorsque vous utilisez un trigger en webhook. Au niveau des autres triggers, donc on en a pas mal, on a aussi le formulaire. Donc là tout simplement c'est une URL. Donc pareil, on retrouve le même principe de production, de test, etc. Et concrètement, si vous décidez de passer par cette étape-là, vous pouvez très bien créer un formulaire en ligne qui, une fois sera rempli, viendra enclencher l'automatisation qu'il y a derrière. D'accord? Très simple. Donc là, vous définissez un titre, une description, et là, vous avez les différents éléments, donc les questions que vous allez mettre dans votre formulaire. Ok? Très simple. Au niveau des autres triggers, on a celui-ci qui est assez intéressant. Il faut savoir que dans N8N, on peut interconnecter des workflows, d'accord? Donc pas que des nodes. Par exemple, si je crée un workflow A, je peux très bien, à un moment donné, dire dans mon workflow, si telle condition est remplie, par exemple, eh ben, tu enclenches le deuxième workflow, donc par exemple celui-ci. Donc sans rentrer trop dans les détails, ici, pour vous montrer, j'ai un workflow qui me permet de rechercher des idées de vidéos YouTube basées sur les meilleures tendances actuelles sur le marché, d'accord? Au niveau de ma niche, évidemment. Donc là, par exemple, j'ai un agent IA, que je vais vous montrer juste après dans la formation, qui utilise cet outil-là. Donc là, qu'est-ce que cet outil? C'est un outil qui va me permettre d'appeler justement le workflow en question. Et le workflow en question, eh ben, c'est celui-ci. D'accord? Donc c'est lui qui va me permettre de réaliser l'opération. Vous voyez que là j'ai utilisé le trigger en question. Ok? Donc quand ce workflow est exécuté, il appelle celui-ci qui vient exécuter une autre fonctionnalité. Ok, donc au niveau des autres triggers, on a celui-ci qui est assez important. C'est tout simplement une node qui va vous permettre de chatter avec une autre node. Et lorsque votre message sera envoyé, et bah tout simplement ça va venir enclencher le workflow. Donc ça typiquement c'est très utilisé avec les agents IA. On peut très bien commencer le workflow avec ce trigger là, qui va vous permettre de rentrer des requêtes, des inputs sous forme de chat. Et ensuite le chat que vous allez rentrer là va ressortir en output, d'accord, juste ici. Donc en format JSON, ça donne ça. Et ensuite, l'output ici pourra directement être envoyé à une IA. Donc ça, c'est quelque chose que je vais vous montrer plus en détail juste après quand on va attaquer les nodes sur l'IA. Pour l'instant, je vais juste vous montrer avant tout les nodes de base. Donc si vous avez bien suivi le début de la formation, je parle bien évidemment du if pour la condition et de la boucle, donc la node loop, qui nous permettra donc de créer des boucles tout simplement. Et au niveau des variables, on va voir que c'est encore plus simple parce qu'on n'a pas forcément besoin de passer par une node. Donc pour ça, on va partir directement sur un trigger manuel, ça sera plus simple pour vous faire la démonstration. Je vais commencer par le if. Donc si vous tapez if, vous allez avoir deux nodes, donc celui-ci et le switch, qui est une version améliorée du if, mais qu'on va voir juste après. Ok, donc juste avant de vous montrer cette notion de condition avec le if et le switch, j'aimerais juste vous montrer d'abord une notion très importante, c'est celle de l'input et l'output. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans un workflow N8N, on va retrouver donc ce cas de figure là forcément, qui est très basique, c'est une node qui précède une autre node, et en fait, tout simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette node là, elle va traiter une information, donc une variable, et elle va l'envoyer en tant qu'output. D'accord? Donc là, j'ai pas de input parce que c'est un trigger, comme je vous l'ai montré juste avant. Et en fait, c'est cet output-là qu'on va venir réutiliser dans la node suivante. Donc c'est pas forcément la node suivante, je devrais pas dire ça. Donc en fait, l'output qui est là, je pourrais très bien le réutiliser au niveau de mon agent IA qui est ici. Forcément, chaque node N8N possède son propre format d'output. Et donc là, forcément, comme vous voyez, pour le trigger de chat, on n'a que 3 champs disponibles. Donc là, 3 datas avec lesquelles on va pouvoir s'amuser. Donc, si on regarde, par exemple, pour vous remontrer en direct, si je tape une valeur dans le chat, ici, par exemple, je vais taper test, là, on peut voir que mon output est différent, enfin, plutôt cette valeur-là, donc le chat input, donc ce que j'ai rentré dans le chat. Là, on a cette fois-ci, on a un retour où il est écrit test. Et maintenant, si on regarde au niveau de la node
qui suit juste après, on peut voir que j'ai une catégorie input cette fois-ci et une catégorie output sur la droite, d'accord? Sur la partie gauche, donc au niveau de mon input, je retrouve toutes les nodes qui précèdent ma node actuelle. Donc là forcément j'ai qu'une seule node, donc c'est le trigger, c'est le chat que j'ai utilisé, et on retrouve les 3 items qu'on a vu juste précédemment, ici, d'accord? Les 3 outputs qui sont là, qui deviennent forcément des inputs, d'accord? Et c'est comme ça que je vais pouvoir manipuler mes données en fait. C'est-à-dire que ici par exemple je vais pouvoir récupérer mon chat, d'accord? La valeur test, ici, et la remplir dans le string juste ici, ok? Tout simplement. Pour faire plus simple, si on n'utilise pas le edit field ici, si on passe directement par l'agent IA, je pourrais très bien, dans prompt user ici, venir rajouter, donc là on peut voir qu'il y a toutes les nodes précédentes avec leurs outputs, qui deviennent maintenant des inputs. Si je regarde au niveau du chat, là vous voyez qu'on retrouve mon message test, je pourrais très bien le mettre ici, donc prompt user message, d'accord? Donc à partir de là, vous l'aurez compris, si je commence à rentrer un autre message, ici, forcément, ma valeur va être comprise dans la variable définie ici, donc chat input. Ici, dans mon agent IA, vu que je l'ai défini ici, cette variable, je vais venir retrouver tout simplement mon message au niveau de mon prompt. Voilà, donc ça c'était pour la partie input-output. Et maintenant, je vais me permettre de rebondir sur cette notion de condition que je voulais vous montrer. Donc ici, on a la possibilité de rentrer une première valeur, donc un premier input, ok, et là, de venir la comparer avec un deuxième input. D'ailleurs, petite information, si vous voulez manipuler des données comme je l'ai fait ici, donc des données qui sont dynamiques, il faut toujours cliquer sur expression ici, d'accord? Parce que si je mets fixe, je ne peux pas déplacer des valeurs comme celle-ci ici, ça ne marchera pas. Donc au niveau du if, comme je le disais, on a la possibilité ici de rentrer une première valeur et ici une deuxième valeur. Et c'est là où vous allez pouvoir comparer directement vos deux valeurs, d'accord? Donc posez votre condition. Forcément, un input, il a différents formats, différents types, donc soit ça peut être un nombre, d'accord? Donc number ici, soit c'est une chaîne de caractères, donc à ce moment-là, on va aller dans cette catégorie-là. Ça peut être aussi un caractère en format date et heure, une valeur booléenne, donc soit true, soit false, ou alors ça peut être un tableau ou encore un objet. Donc maintenant, admettons qu'on a une chaîne de caractères et qu'on veut savoir si la valeur 1 est exacte à la valeur B, exacte dans le sens où ce sont les mêmes chaînes de caractères écrites de la même façon, et bien à ce moment-là, c'est très simple. On va rentrer la valeur 1 ici et la valeur 2 ici, et on va venir sélectionner ce paramètre-là, qui va tout simplement, comme son nom l'indique, vérifier que la valeur 1 est égale à la valeur B, d'accord? Enfin la valeur 2, pardon. Je vous laisse regarder par vous-même directement les conditions, les différentes conditions possibles, mais nous c'est quelque chose qu'on verra juste après en détail dans la partie pratique, la partie création de workflow. Donc maintenant on va se concentrer sur la node switch, d'accord? Donc le switch c'est quoi? C'est tout simplement un espèce de routeur qui va me permettre de créer plusieurs sorties en fonction des différents types de schémas que je peux avoir, en fonction des différentes valeurs que je peux avoir en entrée, d'accord? Donc au niveau des modes de fonctionnement, on a le mode par règle et le mode par expression. Pour que ça soit plus simple pour vous, on va vraiment se concentrer sur la partie règle, pour la partie théorique. Donc concrètement, ici j'ai une règle, d'accord? J'ai une règle de base par défaut, mais je vais en créer une deuxième, histoire d'avoir deux sorties différentes, d'accord? Donc deux outputs. Donc je vais les rename, comme ça ils seront visibles. Donc ici je vais mettre sortie numéro 2, et ici je vais mettre sortie numéro 1, ok? Donc là si je sors de là, on peut voir que maintenant j'ai deux outputs. Donc là par exemple je peux connecter une node, je peux mettre une boucle. Voilà. Donc là on va dire que c'est la suite du workflow. Et là on va mettre par exemple, je sais pas moi, on va mettre un LLM par exemple. Donc un basic LLM chain, voilà. Là on peut voir que j'ai ma condition, enfin plutôt mon switch qui est là, d'accord. Et j'ai deux suites d'automatisation possibles, en fonction de ma sortie. Jusqu'à là vous êtes d'accord avec moi. Et en fait ce qui va venir driver ma data vers la sortie en question, c'est justement les règles de conditions que je vais poser juste ici.
Donc par exemple, pour ma sortie 1, pour ma règle numéro 1, on va poser la condition suivante. Donc on va dire que tout simplement, en entrée, donc en input précédemment, j'ai mis un chat, d'accord? Donc forcément, c'est une chaîne de caractères qui va ressortir. Donc ici, je peux me mettre directement en string. Et je vais lui dire, eh ben, si ma valeur 1, donc la valeur que je vais rentrer dans le chat, correspond ici, is equal to, correspond à test, et bien tout simplement la règle est validée. Et en deuxième règle, je vais tout simplement lui dire le contraire. Par exemple, je vais lui dire, bah si j'écris autre chose que test, c'est tout simplement la sortie 2 qui va être prise en compte. Et donc à ce moment-là, c'est le basic LLM qui va s'enclencher, d'accord, et pas cette partie-là. Donc pour ça, pour paramétrer ça, qu'est-ce que je vais faire? Et bah ici, je vais lui dire, donc pareil, en string is not equal to test, d'accord? Donc ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, on se met bien en expression, très important. Voilà. J'exécute mon chat pour avoir mon input. Donc là, je vais mettre un peu n'importe quoi, c'est pas grave. Voilà, comme ça, ici, je peux récupérer du coup ma valeur, qu'on voit juste ici, mon chat input, et je vais la mettre dans expression. Tac. Et je vais faire la même chose ici. On va juste supprimer le 0. Voilà, donc là, vous l'aurez compris, la variable qui est là, c'est tout simplement mon chat, d'accord? Parce que comme je vous ai montré avec la notion d'input-output. Et donc, finalement, si ici je viens taper test comme ça en majuscule, forcément c'est la sortie numéro 1 qui est enclenchée. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est cette condition qui a été prise en compte, étant donné que j'ai écrit test exactement comme je l'ai écrit dans ma condition, donc forcément c'est celle-ci qui s'est enclenchée. Par contre, si j'écris autre chose, donc par exemple test, mais cette fois-ci en minuscule, ou non, par exemple je vais écrire Toto, là on peut voir que c'est la sortie 2 qui est pris en compte. Pourquoi? Parce que tout simplement mon texte est différent de ce que j'avais défini au préalable. Alors maintenant on va se pencher sur les boucles. Donc avant toute chose, ce qu'il faut savoir c'est qu'on va retrouver deux types de boucles en algorithmie. Ok, on a les boucles for et les boucles while. Les boucles for, ça a pour but de tout simplement itérer sur chaque élément d'une liste une action. D'accord? Par exemple, donc là c'est exactement le cas actuellement. Je m'explique, là comme on peut le voir, en sortie numéro 1 de mon switch, j'ai un tableau Excel, donc c'est celui-ci, ok, qui est une liste d'élèves. Ok, et le but, c'est de simplement récupérer tous ces éléments-là. Donc pour le coup, j'en ai 10, ok. Donc là, j'ai 11 lignes, mais j'ai 10 éléments, parce qu'on commence à partir de la ligne numéro 2. Et le but, ça va être de les récupérer, de les contenir dans une liste, et ensuite de les renvoyer directement sur ce tableau-là, ok, à titre d'exemple. Donc pour ça, je vais utiliser deux nodes Excel, une qui va me permettre de récupérer les éléments, et une qui va me permettre de renvoyer les éléments. Ok. Donc, si je fais une démonstration, par exemple, si j'enclenche le workflow, voilà, je mets Toto parce que c'est ma sortie numéro 1, enfin c'est ma condition pour ma sortie numéro 1, et là on peut voir que j'ai ma boucle qui répète l'action sur tous les items de mon tableau Excel, d'accord? Donc là il est en train de récupérer les 10 lignes pour venir me les ajouter une par une dans mon deuxième fichier Excel, ok? Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle tout simplement une boucle for. Et donc là, comme on pouvait le voir, j'ai récupéré tous mes items pour ensuite les renvoyer jusqu'ici. Et une fois que le nombre d'items maximal a été atteint, donc je peux sortir de ma boucle. Et donc à présent, c'est la sortie done qui continue, qui prend le relais, ok? Et ensuite, on a la deuxième boucle en algorithmie qui est une boucle while, qui est basée sur un système de conditions, d'accord? Donc tant qu'une condition est vraie, alors le nombre d'itérations ne s'arrête pas. Donc ça c'est ce qu'on avait vu typiquement dans l'exemple au tout début de la formation, d'accord, dans la partie théorique. Mais là pour le coup, j'ai enclenché une boucle qui a pour fonction d'être une boucle for, étant donné que elle récupère simplement les éléments d'un tableau Excel et me les renvoie directement dans un autre fichier Excel. Donc pour ça, il y a 10 itérations à faire, mais j'aurais très bien pu mettre dans ma boucle un if, et ainsi on aurait plus parlé d'une boucle while à ce moment-là et pas une boucle for, d'accord? Voilà pour moi vraiment les nodes à connaître. Mais avant de passer aux nodes sur l'IA, car je sais que c'est ce qui vous intéresse sûrement, je vais d'abord vous parler des crédentials, justement.
vous voyez qu'ici, on est sur une node par intégration, d'accord? Donc c'est une node qui est censée être interconnectée pardon, à un fichier Excel. Et pour ça, forcément, il faut que mes identifiants soient paramétrés en amont, sinon ma node ne pourra pas fonctionner. Donc pour ça, je vais cliquer sur Select Credential ici, hop, et je vais remplir directement les champs qui sont ici. Donc là, je ne vais pas vous montrer comment on connecte un compte d'une application en ligne comme Microsoft à n8n parce que c'est pas du tout l'objet de la formation. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que n8n documente absolument tout. Donc si vous savez pas comment faire, il suffit tout simplement de cliquer sur ce bouton-là, d'accord? Et là, vous allez retrouver absolument toutes les étapes nécessaires pour que vous puissiez connecter votre compte Microsoft à n8n. Juste avant de passer à l'IA, j'aimerais juste vous montrer un paramètre assez important à connaître au niveau des nodes. Donc là, on n'a rien à voir avec les boucles, les switches, etc. etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, vous allez avoir des erreurs comme celle-ci. Donc admettons qu'on a un workflow qui possède une node, comme par exemple Excel, d'accord? Et on veut absolument que notre workflow fonctionne, on ne veut pas que notre workflow se mange une erreur, parce que je précise juste au cas où, si votre workflow se mange une erreur comme ça, par défaut le workflow s'arrête, d'accord? Donc admettons que vous mettiez un workflow qui est censé fonctionner, tourner peut-être 2 ou 3 fois par jour, et bien si dans la journée vous avez ce problème-là, donc une erreur comme ça, vous pouvez tout simplement avoir un workflow qui ne fonctionne plus sans même vous en rendre compte. Et ce qui est frustrant, c'est que parfois c'est à cause d'une node qui peut poser problème, alors que finalement cette node-là, elle n'est pas très importante. Je m'explique. Par exemple, admettons qu'on ait un workflow qui nous permet de traiter ses mails au niveau d'une boîte mail, et on souhaite que tous les mails traités soient enregistrés dans un tableau Excel pour tout simplement les archiver. Je sais pas qui fait ça, mais c'est un exemple, on s'en fiche. Donc moi par exemple, je veux que mes mails soient sauvegardés dans un tableau Excel. Il s'avère que ma node Excel ne fonctionne plus parce que je sais pas, mais alors l'API que j'ai utilisée pour me connecter a tout simplement expiré. Et ben si je veux éviter que mon workflow s'arrête parce que je n'ai tout simplement pas pu archiver, et ben je peux venir tout simplement aller dans Settings. Et là, vous voyez qu'il y a une option qui s'appelle On Error. Vous voyez que par défaut, on est sur du Stop Workflow. Donc par définition, si la node pose un problème, le workflow tout entier s'arrête. Et donc moi, tout ce que j'ai à faire, c'est venir sélectionner ici Continue, d'accord? Ou alors Continue en utilisant l'erreur en tant qu'output. Moi, je veux juste que mon workflow il continue, donc ce que je peux faire, c'est cliquer là. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que mes mails vont continuer à être traités, mais forcément ils seront plus archivés, mais au moins mes mails ont été traités. Voilà, donc c'est juste pour vous expliquer cette partie-là qui est selon moi assez importante à connaître lorsqu'on a absolument besoin qu'un workflow fonctionne au détriment de certaines nodes qui peuvent parfois être un peu capricieuses, notamment au niveau des intégrations et par rapport aux API. Ok, alors maintenant on va se concentrer sur les nodes concernant l'intelligence artificielle. Ok. Donc, si on va directement dans la partie IA, on peut voir qu'il y en a pas mal. Donc c'est là où je trouve que n8n est vachement intéressant par rapport à ses concurrents, d'un point de vue intelligence artificielle, c'est que vous avez énormément d'options, notamment celle-ci qui est sortie il y a pas très longtemps et qui est super intéressante, et donc ça c'est quelque chose qu'on va voir juste après. Mais pour vous spoiler un peu, c'est une sorte de condition, c'est une sorte de switch, donc c'est ce qu'on a vu précédemment, mais basé sur l'IA. Donc finalement, c'est encore beaucoup plus simple à utiliser, et de toute façon, on verra ça juste après, d'accord? Donc, tac tac tac. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans n8n, vous avez la possibilité d'ajouter directement des LLM chain, ok, qui sont juste là, voilà. Sinon, directement, vous avez les agents IA, hop, qui sont juste là. Donc avant de vous expliquer comment les deux fonctionnent en détail, je vais expliquer d'abord la différence entre les deux. Donc pour faire simple, un LLM c'est tout simplement une sorte de cerveau assez brut. Donc typiquement c'est ce que vous avez par défaut lorsque vous lancez ChatGPT ou Claude ou n'importe quelle autre IA. Donc typiquement vous allez avoir un prompteur, vous allez lui donner une instruction
et lui va tout simplement comprendre ce que vous allez lui demander et générer du texte en fonction donc des données sur lesquelles il a été entraîné. D'accord? Donc c'est une sorte de cerveau brut assez standard, même si c'est vrai qu'on peut les personnaliser, entre guillemets, enfin plutôt les entraîner avec des systèmes messages. Tandis qu'un agent IA, c'est tout simplement une sorte de LLM, mais avec des outils et des objectifs. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que en plus du LLM, l'agent IA, il va réfléchir, prendre des décisions et agir pour atteindre un but. D'accord? Donc il va utiliser évidemment des instructions, donc des prompts avec un système message que vous allez lui donner par défaut. Il va pouvoir utiliser aussi des outils externes comme des API, des bases de données, faire des recherches sur internet directement. Donc là, vous l'aurez compris, un agent IA c'est très puissant avec NVIDIA parce que forcément, parce qu'on peut voir que quand on peut lui donner des outils à notre IA, ça peut être très puissant. Vous voyez qu'il y en a pas mal. Si je descends la liste, vous voyez qu'il y a pas mal d'intégrations. Et tout ça, en fait, c'est des outils avec lesquels l'IA va pouvoir interagir. Donc concrètement, l'agent IA, lui, il va vous permettre de réaliser pas mal de tâches selon les instructions que vous allez lui donner, comme par exemple lire vos mails, les traiter, résumer des rapports, mettre à jour votre CRM, mettre à jour votre calendrier. Vous allez aussi pouvoir lui donner une base de connaissances personnalisée. Donc pour regarder d'abord la partie basique LLM, forcément un LLM chain, on va pas pouvoir lui donner des outils ou même une mémoire, on va juste lui donner un modèle. Ça peut être ChatGPT, ça peut être Grok, ça peut être Mistral, mais nous ce qui nous intéresse par exemple c'est ChatGPT, OpenAI. Hop. Donc pour des petits tests assez rapides, nous on va utiliser GPT-4o mini parce que évidemment plus vous allez utiliser des modèles puissants, plus ça va être consommateur en termes de tokens, donc la facture à la fin du mois sera un peu plus importante. Donc, mon basic LLM Chain, je peux lui donner donc forcément un prompt, donc ça c'est ce que vous allez dire au LLM. Donc là, typiquement, vous allez lui donner un prompt de base, donc un système message, pour que le LLM soit déjà conditionné à vous répondre d'une certaine manière. Voilà, donc ça c'est pour la partie LLM, donc c'est très basique. Donc nous, ce qui va nous intéresser concrètement, c'est les agents IA, parce que ça permet de faire beaucoup plus de choses, évidemment. Hop, ça on va le fermer du coup, on va le supprimer, hop. Donc un agent IA, par défaut, ça fonctionne comme le LLM, donc ici on va lui rentrer un chat, on va lui définir un modèle de chat, donc encore une fois, nous on va sélectionner OpenAI, hop, avec le même modèle, GPT-4o mini, il est où? Hop, voilà, tac. On peut lui donner une mémoire. Voilà, ça peut être une base de données Redis ou PostgreSQL, vous avez le choix. MongoDB ou directement de la node par défaut de NVIDIA, d'accord? Donc au niveau des différents tools qu'on a, donc là c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, on a cet outil qui permet à l'IA d'utiliser un workflow NVIDIA carrément. Donc par exemple si vous créez tout un workflow qui vous permet de faire une fonctionnalité, donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec mon workflow qui permettait d'aller faire des recherches directement sur YouTube pour trouver un format de vidéo, etc. Et ben justement l'IA, en lui donnant le message, enfin le prompt que vous souhaitez, il peut très bien se servir de ce workflow en question comme outil pour vous répondre. Vous voyez, et donc c'est ça qui fait toute la différence finalement avec un simple LLM, c'est très puissant. Vous avez aussi la possibilité de lui demander de faire des requêtes HTTP. D'accord? Si jamais il y a besoin de dire à votre IA d'aller faire une recherche sur une URL précise, ça aussi ça peut être assez puissant. Ça pour le coup je l'ai jamais utilisé, ça peut être sympa. Et vous avez aussi la possibilité de lui demander d'utiliser un programme en fait, hein, donc un programme JavaScript ou Python. Et d'ailleurs en parlant de code, je ne vous l'ai pas présenté, mais dans NVIDIA, vous avez la possibilité d'ajouter du code personnalisé. Donc ça c'est très important aussi. Typiquement si vous avez besoin d'une fonction qui n'est pas disponible dans les nodes par défaut dans NVIDIA, vous avez la possibilité d'ajouter une node code, d'accord? Et de là, vous pouvez ajouter soit un programme en JavaScript,
soit directement en Python. Et au niveau des outils, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, vous avez différents outils aussi, d'accord. Vous avez les intégrations aussi, par exemple Airtable. Vous pouvez tout simplement gérer vos bases, vos tables, etc. avec l'IA en passant par cet outil-là. Là encore, c'est assez puissant. Et vous avez plein d'autres outils, hein, évidemment. Il y a énormément d'intégration. Là, vous avez une calculatrice. Là, vous avez l'outil Bubble, par exemple, pour ceux qui font du no-code. CoinGecko pour la crypto-monnaie. Et ensuite, on a un tout nouveau protocole qui est sorti quand même il y a plusieurs mois, mais qui vient ajouter une bonne couche de nouveauté, on va dire. Donc en gros, c'est un protocole qui a été conçu pour connecter un LLM à vos outils de manière totalement externe et standardisée, mais surtout beaucoup plus sécurisée. Donc de là, vous allez pouvoir très bien connecter des bases de données, des API, des fichiers en local, sans lui donner forcément un accès en direct, ce qui peut évidemment être très dangereux et pas du tout sécurisé. Donc voilà, finalement le MCP, il faut le voir vraiment comme une passerelle entre votre agent IA et vos outils. Ok, maintenant qu'on a vu toute cette partie théorique, on va pouvoir passer à la pratique. Donc pour ça, je vous ai concocté 3 ateliers, d'accord? Dans le premier, l'objectif, ça va être de créer un workflow qui va tout simplement permettre de recueillir... Enfin, déjà, vous allez créer un questionnaire, d'accord? Et ce questionnaire-là, il va tout simplement recueillir une information, et à partir de cette information-là, il va falloir poser une condition, et ensuite manipuler cette information-là pour avoir un résultat dynamique, d'accord? Donc le but de cet atelier, c'est de vous faire manipuler ce que je vous ai montré précédemment au niveau du switch, au niveau du if, mais aussi au niveau des 2D, d'accord? Le but, c'est de comprendre comment justement on manipule des données qui sont dynamiques, ok, à travers NUTN, et vous allez voir qu'une fois qu'on a compris tout ça, une fois qu'on a compris comment paramétrer une node et surtout comment justement jouer avec les inputs et les outputs de façon dynamique, finalement tout devient très facile au niveau de cet outil. Et ensuite on pourra basculer du coup directement sur l'atelier numéro 2, où là l'objectif ça va être de créer un workflow qui va surveiller, monitorer une liste d'URL, d'accord, contenue dans un fichier Excel. Bon, là l'idée c'est d'envoyer une requête HTTP sur l'une des URL, et bien si on a une URL qui ne répond pas, l'idée c'est d'envoyer une alerte via Outlook. Okay. Le but de cet atelier c'est de vous faire regarder et comprendre les documentations, parce que c'est un point très important. Pour le fun, ensuite on va utiliser l'IA, donc là le but c'est de créer une automatisation, pour l'atelier numéro 3, une automatisation qui va nous permettre de gérer intelligemment notre boîte mail. D'accord? Donc, passons d'abord à l'atelier numéro 1. Alors, pour rappel, la consigne de l'atelier numéro 1, l'objectif, c'est de créer un formulaire qui va tout simplement permettre de recueillir une information, ou plutôt 2 informations, donc le nom de la personne et son âge, et en fonction de ça, vous allez devoir lui répondre avec un message personnalisé contenant son prénom, et si la personne est mineure, il va falloir lui dire qu'elle est mineure, si la personne est majeure, il va falloir lui dire qu'elle est majeure. Voilà, donc de là, on peut comprendre déjà que il va y avoir une notion de condition, et une autre notion de condition, mais cette fois-ci un peu plus avancée. Donc pour information, c'est un switch qu'il va falloir utiliser à ce niveau-là. D'accord? En bonus, on va pouvoir envoyer un mail directement avec la réponse, donc l'output, qui va en sortir, pour tout simplement faire les choses jusqu'au bout et rendre le workflow fonctionnel à 100%. Donc ce que je vous invite à faire à ce niveau-là, c'est de mettre pause sur la vidéo, d'ouvrir NUTN et de commencer à créer ce workflow. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à l'étape des mails, mais essayez au moins de poser vos premières conditions, de créer le formulaire, et le but c'est d'avoir du coup un output personnalisé, entièrement personnalisé par rapport à la réponse du formulaire. Alors, on se retrouve sur N8N du coup pour la correction de l'atelier numéro 1. Donc déjà, avant tout, ce qu'on va commencer à faire, c'est importer notre trigger. Donc pour ça, rien de plus simple, on clique sur le bouton plus ici, et là, comme je l'avais montré précédemment, on retrouve les différents types de triggers sur la droite. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est celui-ci, tout simplement pour avoir un formulaire. Ok. Ici, on retrouve le lien, donc soit le lien de test, soit le lien de production, comme je vous l'avais expliqué au début.
Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de faire des tests, donc on va récupérer directement cette URL-là. Au niveau de l'authentification, on va pas en avoir besoin parce que notre formulaire n'est pas confidentiel, mais on pourrait très bien en mettre une, d'accord? Au niveau du titre, on peut mettre absolument ce qu'on veut, voilà. Au niveau de la description, ici on va rien mettre, parce que c'est pas important. Et ce qui va nous intéresser, c'est directement cette partie-là, d'accord? Donc là, on va pouvoir ajouter directement nos éléments de réponse, donc si vous voulez nos questions. Première question, c'est quel est votre nom, d'accord? Ici, on va pouvoir choisir le type de texte, enfin plutôt le type d'entrée que la personne pourra rentrer. Donc ici, il s'agit du champ texte, hein, on va pas demander de remplir un nom sur un champ email. Donc on sélectionne directement texte ici. Ici, dans Placeholder, vous avez la possibilité d'indiquer un indice. Par exemple, je pourrais très bien écrire le nom de la question ici, ou donner un exemple plus parlant, par exemple Michel, d'accord? Et là, vous avez tout simplement une option qui vous permet de rendre le champ obligatoire. Ici, l'idée, c'est quand même de vérifier que l'utilisateur a bien rempli le champ. Donc, je vais volontairement laisser ce champ vide, enfin plutôt désactivé. Mais si on avait voulu que ce champ reste obligatoire, évidemment, vous l'aurez compris, il aurait fallu cliquer juste ici. Pour le deuxième élément, ce qui nous intéresse, c'est de savoir l'âge de la personne, pour ensuite lui envoyer le bon message. Donc, quel âge avez-vous? D'accord? Ici, l'utilisateur va devoir forcément rentrer un nombre, donc on va directement sélectionner le type de la réponse sur number, d'accord? Donc de cette façon, la personne ne pourra mettre rien d'autre que son âge. Et ici, on va lui dire, par exemple, majeur ou mineur, d'accord? Et par contre, ce champ, je vais le rendre obligatoire. Donc maintenant, pour vérifier que mon formulaire fonctionne bien, je vais juste devoir cliquer sur Execute Workflow, d'accord? Et là, j'ai bien une page qui s'ouvre directement avec mon formulaire. Donc comme vous pouvez le voir, ici on a les placeholders qui s'affichent avec le titre de mes questions et le titre de mon formulaire. Et si j'avais défini une description, elle se serait affichée juste ici. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai accédé directement à mon formulaire de test, d'accord? Donc à mon lien de test, mais si j'avais voulu passer directement en production, il aurait fallu que je clique sur Inactive à Active, d'accord? Et de là, en fait, si je récupère directement mon lien de production qui est juste là, donc je clique, je ouvre un nouvel onglet et voilà, donc là il fonctionne, d'accord? Par contre, si je désactive ça ici, le lien normalement ne fonctionnera plus. Voilà, d'accord? Hop, je retourne ici. Donc maintenant, je vais rentrer une valeur au niveau de mon formulaire. Donc je vais dire que je m'appelle Cassie et je vais donner mon âge. Hop, et je fais envoyer la réponse. Et là, si on regarde bien, vous voyez que j'ai différents items, ou plutôt un item, mais qui comporte plusieurs champs. D'accord, donc là, l'output est toujours en format JSON. Et on peut voir que du coup, on a les valeurs qui nous intéressent, donc à savoir le nom et mon âge. Ce qu'il va falloir faire, c'est traiter cette information-là. Donc première chose, donc dans la consigne, on nous demande de tout simplement vérifier que la personne a bien saisi son nom. Donc pour ça, on va poser une première condition. Donc pour ça, je vais rechercher le if. Et donc la condition que je vais devoir mettre en place ici, c'est simplement de vérifier si le champ, ou plutôt la valeur, contient bien une valeur, tout simplement. Donc pour ça, je vais saisir, enfin aller récupérer le champ, donc la variable qui m'intéresse, d'accord, tac. Et donc pour vérifier qu'elle est bien remplie, comme c'est le cas ici, d'accord, on peut le voir juste ici. Donc si je vais dans Table directement, voilà, donc nous ce qui nous intéresse c'est ce champ-là, et vous voyez qu'il comporte bien une réponse. Alors que si j'avais rien répondu, évidemment la réponse aurait été vide. Voilà. Et donc là tout ce que je vais faire ici, c'est venir paramétrer ma condition. Là comme vous pouvez le voir, on a différents types d'entrées qu'on peut paramétrer. Donc nous on est sur une valeur en string, donc on va directement ici. Hop, et là tout simplement ce que je vais venir vérifier, c'est si le champ n'est pas vide. D'accord? Voilà. Et donc là, si j'exécute la step, hop, on peut voir que la condition est vraie. D'accord? Donc là, si je regarde, voilà, j'ai deux sorties possibles, true et false. Donc évidemment, comme la condition est remplie, étant donné que la réponse n'est pas vide,
car j'ai saisi mon prénom, la réponse retournée est donc true. Par contre, si je refais un autre test, donc si je saisis pas mon prénom, mais uniquement mon âge, je fais retourner, hop. Donc là, on peut voir que tout simplement la condition est maintenant fausse. Donc là, on pourrait très bien mettre à l'issue de la réponse fausse un mail disant comme quoi que l'utilisateur n'a pas rempli tel champ et qu'il doit ressaisir le formulaire. Mais c'est pas ce que nous allons faire maintenant. Nous, on va directement traiter le cas où la personne a tout simplement saisi son nom, donc à partir de la sortie true, d'accord? Donc je clique sur le petit plus pour ajouter une nouvelle node, et cette fois-ci, je vais prendre un switch qui va me permettre tout simplement de récupérer l'âge de la personne, et en fonction de la valeur retournée, je vais pouvoir tout simplement rediriger le processus vers le bon message personnalisé. D'accord? Donc pour ça, tout simplement, je vais je vais relancer mon formulaire, je vais donner mon prénom, je vais donner mon âge, hop, voilà. Et donc là, on a bien mon switch qui récupère du coup les inputs, d'accord, de ma condition. Donc ici, ce qui va nous intéresser, c'est forcément le mode règle pour plus de simplicité, d'accord? On n'a pas besoin d'aller dans le mode expression, on va directement rester en règle. On va créer une première règle qui va tout simplement nous permettre de vérifier si la personne est mineure, et une deuxième règle qui va nous permettre de vérifier si la personne est majeure. Donc je vais rename l'output juste ici, où je vais dire, je vais écrire mineur, d'accord? Donc ça c'est vraiment dans le cas où la personne est à un âge inférieur à 18 ans. Donc là, évidemment, vous l'avez compris, ce qu'il faut que je fasse, c'est récupérer la valeur qui contient mon âge. Hop, et ici, je vais aller dans number, parce qu'il s'agit d'un nombre, forcément, et je vais lui dire si cette valeur est plus petit que 18 ans. D'accord? C'est la seule condition à poser pour savoir si une personne est mineure. Maintenant, si on veut vérifier que la personne est majeure, donc on va forcément ajouter une deuxième règle, et ici on va apporter notre variable qui contient l'âge de la personne, et ici on va aller dans number, et on va tout simplement sélectionner ce paramètre qui dit tout simplement si plus grand que ou égal à, car tout simplement ici vérifier que la personne a plus de 18 ans n'est pas suffisant, on a également besoin de vérifier si elle a 18 ans. Donc je sélectionne ça et je tape 18, d'accord? Je fais rename output pour plus de simplicité, pour plus de clarté, et je vais taper majeur, voilà. Et je fais execute state, donc là forcément, comme je suis majeur, c'est la sortie majeure qui est pris en compte. Et de là, je vais pouvoir rattacher mon message Outlook. Donc déjà, si vous avez réussi à aller jusqu'à là, c'est déjà très bien pour un début. Maintenant, on va essayer d'aller un peu plus loin et envoyer directement le message personnalisé. Donc pour ça, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Donc ici, l'idée c'est d'envoyer un mail. Vous pouvez soit faire ça avec Gmail. Moi personnellement, je vais le faire avec Outlook. Voilà. Donc là, si on regarde du côté des actions disponibles au niveau de la node Outlook, on peut voir qu'il y a pas mal de possibilités. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est uniquement la possibilité d'envoyer un mail. D'accord? Donc je vais dans Message Action. Et là, je peux voir Send a Message. Hop. Donc au préalable, il va falloir que vous connectiez votre compte, que ça soit Gmail, Telegram, si vous préférez passer par Telegram. Donc au préalable, forcément, il va falloir que vous paramétriez votre crédential, donc tout simplement pour que la node puisse se connecter à votre compte. Donc moi, pour le coup, c'est déjà fait. Si vous, de votre côté, c'est pas encore fait, je vous invite à cliquer sur Docs ici, et vous allez avoir toute la documentation officielle de N10 qui va vous expliquer comment faire. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Ensuite, ce qui va nous intéresser ici, c'est tout simplement les différents paramètres disponibles au niveau de l'option. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer directement ici en objet. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, je vais mettre réponse formulaire ici, voilà, tac. Et donc dans message, donc c'est là où ça va être intéressant. Vous allez voir, c'est très simple. Tout simplement, il va falloir que vous cliquiez ici dans expression. Pourquoi? Parce que expression, tout simplement, c'est ce qui va vous permettre de remplir un champ avec une valeur dynamique. En fait, tout simplement, si je reste en fixe ici, et que je déplace ma variable ici,
Donc par défaut, il me met en expression. Je vais rester en fixe pour la démonstration. Là, si je clique sur envoyer, ce qui va se passer, c'est que là, vous allez avoir tout simplement un mail qui va envoyer ça en texte brut. Nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut l'envoyer de façon dynamique. Donc là, si on clique sur expression, là, vous voyez que c'est le message, enfin la valeur qui est ici, qui va être envoyée. Donc pour le coup, c'est ce qu'on veut. Donc ici, on est dans la condition où la personne est évidemment majeure. Donc on va tout simplement lui dire bonjour, tac. Donc avec son prénom, hop, easy, tac. Et on va lui dire vous êtes majeur, d'accord? Tout simplement. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai bien reçu le mail, d'accord, sur ma boîte mail, me disant bonjour, bonjour Cassie, vous êtes majeur. Et j'aurais très bien pu tout simplement personnaliser un peu plus le mail en disant, en mettant mon âge, d'accord? Hop, ici, tac. Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, tout simplement, bonjour Cassie, vous êtes majeur, et là, je vois mon âge juste ici. Donc forcément, pour la partie mineure, il suffit de faire la même chose. Donc ici, vous pouvez faire CTRL-C, CTRL-V pour copier-coller la node avec les bons paramétrages, hop. Et ici, tout simplement, je vais venir sélectionner la zone de texte pour spécifier cette fois-ci que la personne est mineure. D'accord? Et donc là, si je reteste mon workflow, cette fois-ci en disant que je suis mineur, voilà, tac. Donc là, on peut voir que cette fois-ci, c'est ce mail-là qui a été envoyé. Donc voilà pour l'atelier numéro 1. Donc ici, forcément, l'objectif, c'est pas de créer le workflow le plus optimisé, mais surtout de vous permettre de vous familiariser avec les bases de M8N, et notamment avec les valeurs dynamiques. Bien, maintenant, on va passer à l'atelier numéro 2. Donc l'atelier numéro 2, il est un peu plus avancé, on va dire. Donc ici, l'objectif, ça va être de créer un workflow qui va vous permettre de monitorer une liste d'URL. Donc l'idée, c'est d'avoir un fichier Excel, ok, qui contient des adresses IP ou bien des adresses mail, comme vous voulez. Donc ensuite, on va avoir une deuxième node qui va venir piocher dans ce tableau Excel pour envoyer une requête HTTP sur ces URL et tout simplement vérifier que cette node, enfin plutôt que ces URL répondent correctement. Auquel cas, il enverra une alerte, d'accord, sur Microsoft, par Microsoft Outlook ou par Gmail, comme vous voulez. Ça peut être aussi un autre canal de communication, ça peut très bien être Slack ou Teams ou peu importe, d'accord? Ici, l'objectif, c'est juste de se familiariser avec la documentation des différentes nodes, car comme vous pouvez le voir, ici, on n'a pas les nodes que je vous ai montrées précédemment, mais justement, c'est tout l'intérêt. Le but, c'est que vous réussissiez à vous familiariser avec la documentation de N8N pour apprendre à utiliser n'importe quel type de node. Vous allez voir, c'est pas si compliqué. Donc, de la même façon qu'on a fait pour l'atelier numéro 1, je vous invite à mettre pause, faire l'exercice de votre côté, et puis on se retrouve pour la correction. Alors, on se retrouve pour la correction de l'atelier numéro 2. Donc, pour commencer, on va, comme d'habitude, importer notre trigger. Donc, cette fois-ci, on veut que notre workflow s'enclenche automatiquement à une façon périodique. Donc pour ça, on va utiliser ce trigger, hop, et on va lui donner un intervalle d'une fois par jour, d'accord? Donc on veut qu'il nous fasse à minuit du coup son test. Évidemment, on peut personnaliser à notre guise ce paramètre, donc on peut définir le test à l'heure, à la minute, à la seconde. On pourrait faire plusieurs tests par jour, je pourrais très bien en définir 5. Évidemment, je peux aussi planifier l'horaire, par exemple à 8h du matin, et ainsi de suite. Vous avez compris, c'est assez simple. Maintenant, une fois qu'on a mis en place notre trigger, on va tout simplement demander à notre workflow d'aller venir chercher les URL à venir tester dans notre fichier Excel. Donc évidemment, pour la démonstration, j'ai créé ce fichier Excel au préalable. Donc voici les URL qu'on va tester. Donc on a youtube.com, google.com, n8n.io, n8n.com. L'URL suivante, hop, n8n.com n'est pas la bonne, d'accord? Donc j'ai volontairement mis cette URL pour générer une erreur et voir ce qui se passe ensuite. Mais sinon, ces URL là sont correctes, d'accord? Donc au niveau du workflow, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement ajouter la node Excel. Ok, hop. Ici, ce qui nous intéresse comme action, c'est de venir récupérer directement les lignes de notre tableau. Donc pour ça, on va faire
get rows pour récupérer tout simplement les lignes, hop. Donc là, pareil que pour Outlook, il va falloir configurer au préalable vos identifiants. Donc pour ça, évidemment, je vous invite à aller regarder directement la documentation ou directement sur YouTube, il y a énormément de tutoriels là-dessus. Donc ici, dans Workbook, on va venir récupérer le fichier Excel à traiter. Donc là, à l'occurrence, c'est mon fichier formation N8N que j'ai créé juste avant. Ici, dans Sheet, on va venir tout simplement choisir la feuille du fichier Excel. Moi, j'en ai qu'une seule, donc c'est pas dur. Et ensuite, ce qu'il va falloir faire dans votre fichier Excel, c'est créer un tableau. Donc ça, pas très compliqué, insertion tableau, voilà. Et ici, vous venez choisir tout simplement le tableau en question, d'accord? Ici, vous allez cliquer sur Return All pour tout simplement récupérer toutes les lignes du tableau. Et c'est tout ce qu'on aura besoin de modifier. Une fois que c'est fait, on va pouvoir continuer à paramétrer notre workflow. Donc ici, on va venir tout simplement faire une requête HTTP sur les URL qu'on va venir récupérer juste précédemment dans le fichier Excel. Donc pour ça, je vais utiliser la node HTTP request ici. Donc ensuite, forcément, il faut définir l'URL qu'on va venir tester. Pour ça, je vais exécuter ma node Excel. Hop, voilà. Donc là, il est venu récupérer, enfin, il est en train de récupérer directement mes différentes URL, donc c'est le contenu de mon tableau, et elles sont toutes stockées directement dans la variable URLs, que vous voyez juste ici. Donc je vais sur la node juste après, hop, je récupère mes URL, et je la mets ici, d'accord? Et ensuite, il n'y a rien besoin de modifier en plus, si ce n'est tout simplement ce paramètre-là. Je vous avais expliqué qu'ici, on peut tout simplement dire à notre workflow que si jamais il y a une erreur, il peut tout simplement continuer son exécution et non l'interrompre comme c'est le cas par défaut. Mais là, ce qui va nous intéresser, c'est le troisième paramètre qui est celui-ci, donc le continue, en utilisant l'erreur comme output. D'accord? Donc tout simplement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire ses tests dans le tableau qu'on lui a donné précédemment. D'accord? Ici. Et une fois qu'il aura une erreur, donc à l'occurrence au niveau de cette URL-là, il va ressortir une erreur, et cette erreur-là, il va pouvoir me la ressortir dans cet output. D'accord? Et nous, ce qui nous intéresse, c'est justement le fait de récupérer les erreurs, donc les URL qui ne répondent plus. Donc on va tout simplement récupérer cette branche ici, et on va lui ajouter, donc là encore c'est comme vous voulez, vous pouvez mettre une node Slack, ou bien Teams, ou Gmail, ou comme vous voulez. Donc moi je vais utiliser Outlook pour la démo, voilà. Et pareil, je vais envoyer un message. Tac, 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 hop, voilà. Donc là encore, je vais saisir mon adresse mail. Hop. En objet, je vais mettre monitoring des URL et un message. Là, j'exécute ma node. Donc là, vous pouvez voir que mon HTTP request a donc fait sa requête. Évidemment, j'ai 3 URL pour qui ça s'est bien passé, success, et j'ai évidemment mon URL n8n.com qui n'a pas marché. Et donc, moi, ce que je vais faire, c'est aller dans Outlook, et je vais aller dans Schéma, et puis je vais récupérer justement l'URL qui est juste là. Ensuite, vous êtes libre de mettre ce que vous voulez dans votre message. Moi, pour ma part, j'ai mis bonjour, une anomalie a été détectée lors de la vérification des sites web. L'URL suivante ne répond pas. D'accord? Donc on pourrait dire l'URL ou les URL, et du coup mettre la table des URL qui ne fonctionnent pas. Donc là, en l'occurrence, il n'y en a qu'une seule. Ok, donc c'est valide. Veuillez vérifier immédiatement l'état du serveur ou du service concerné. Merci, votre équipe au service. Voilà. On peut faire aussi... Alors, un truc qu'on peut faire aussi qui est pas mal avec cette node, c'est tout simplement envoyer un email en HTML. Donc pour ça, vous faites add field. Et là, bon, on peut aussi envoyer des pièces jointes, mettre aussi des personnes dans la boucle. On peut aussi mettre des personnes en copie, mettre des personnes en copie cachée. On peut catégoriser le mail. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est cette option, message type, vous voyez. Et là, je peux venir sélectionner HTML. Donc là, tout simplement, je vais pouvoir venir ajouter mon code en HTML. Voilà, donc j'ai pas la possibilité de voir ce que ça donne directement. Tac, je vais juste remplacer, corriger cette erreur-là. Tac, URL. Et donc là, tout simplement, si j'envoie mon mail,
Donc voilà ce que ça donne. Là, on peut voir que j'ai tout simplement le mail qui a été envoyé depuis N8N, monitoring des URL, donc on retrouve l'objet que j'avais défini et le code HTML avec du coup la variable qui comporte mon, mon URL, donc celle de mon tableau Excel qui ne fonctionnait pas. Évidemment, on pourra aller bien plus loin, on peut faire vraiment absolument tout ce qu'on veut. On peut très bien mettre une deuxième node ici pour par exemple alerter d'autres personnes sur Teams, d'accord? On pourrait très bien lancer tout un processus pour remettre en place le site internet. Donc par exemple, admettons que vous ayez votre propre serveur, d'accord? Donc ça peut être un VPS ou peu importe. Il vous suffit de mettre votre adresse IP directement dans le fichier Excel et ensuite vous pouvez très bien être alerté si jamais votre serveur tombe en rade et ainsi mettre en place un processus par exemple qui va tout simplement venir le redémarrer automatiquement. Voilà, ça c'est totalement possible. Donc pour cet atelier numéro 3, on va avoir la consigne suivante. Donc le but va être de créer une automatisation permettant de gérer notre boîte de réception. Donc ça peut être une boîte de réception Outlook, comme une boîte de réception Gmail, comme vous voulez. Mais le but va être de classifier nos différents mails en 3 types de catégories. D'abord, on va avoir les mails importants, les mails non importants et tout simplement les questions ou les demandes d'information. D'accord? Donc évidemment, on va utiliser l'IA pour faire ça et on va lui donner tout simplement les spécifications à prendre en compte pour que le mail soit classé comme important ou pas. Si le mail est classé comme important, alors on va devoir le taguer comme urgent. Et ensuite, l'idée est d'envoyer du coup une alerte, que ce soit sur Teams, sur Slack ou sur Telegram. Et pour les mails importants, l'idée ça va être tout simplement de les classer dans le dossier indésirable. Alors pour les questions, on va dire que c'est un bonus, donc ça vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à là. Mais tout simplement le but va être de créer un agent RAG. Donc un agent IA RAG, c'est tout simplement un agent IA où vous allez lui greffer tout simplement une base de connaissances externe, qui va être en fait une base de données vectorielle dans laquelle il pourra tout simplement aller piocher toutes les informations nécessaires dont il va avoir besoin pour répondre à vos questions de manière précise et pertinente. Donc par exemple, admettons qu'on ait une boîte aux lettres de type support et que vous recevez assez souvent les mêmes demandes d'informations, les mêmes questions plutôt. Bah, le but, ça va être de tout simplement noter ces réponses à ces questions dans une base de données vectorielle et demander du coup à l'IA d'aller piocher dans cette base de données vectorielle pour ensuite répondre à ces questions de la manière la plus précise. Là encore, je vous invite à mettre pause, à essayer de le faire vous-même pour vraiment essayer d'assimiler au mieux tout ce que je vous ai montré précédemment et tout simplement essayer de chercher par vous-même car c'est comme ça qu'on apprend. Sinon, on se retrouve juste après pour la correction. Donc avant toute chose, ce qu'on va commencer à faire, c'est recueillir nos mails. Donc pour ça, on va utiliser la node d'Outlook. Donc pareil. Et pour ça, tout simplement, on va utiliser le trigger Outlook, d'accord? Donc lorsqu'un message est reçu, forcément, l'automatisation va venir s'enclencher. Donc pour ça, on sélectionne cette option, d'accord? Là, on va venir tout simplement spécifier à quel intervalle de temps on veut que la vérification se fait. D'accord? Donc si je laisse sur every minute, évidemment, toutes les minutes, il va checker si on n'a pas un nouveau mail reçu. Une fois qu'on a notre trigger, donc là je l'ai exécuté et comme vous pouvez le voir ici, j'ai bien mes outputs qui correspondent du coup au dernier mail que j'ai reçu. Donc si vous avez remarqué, c'est le dernier que j'ai reçu concernant l'atelier numéro 2. Ensuite, ce qu'on va venir utiliser, c'est justement le fameux text classifier, qui est en fait une sorte de switch, mais alimenté à l'IA. Donc jusqu'à maintenant, c'est ce que je vous avais présenté par rapport au switch, sauf que le switch, lui, il fonctionne pas à l'IA. Au lieu de poser des conditions à la main comme on l'a fait précédemment, ici ce qu'on va venir faire, c'est créer des catégories et non des règles, et en fait ces catégories-là, elles vont se reposer sur un nom, donc le nom de la catégorie en question. Donc par exemple, la première va être important, d'accord? Et ensuite, dans description, on va tout simplement expliquer à l'IA qu'elle doit catégoriser comme important. Donc par exemple, ici, moi dans description, ce que j'ai mis, c'est la description suivante. Donc les mails qui contiennent des informations critiques ou nécessitent une action immédiate. Exemple, un message avec les mots-clés urgent, alerte, incident ou lié à un problème technique ou de sécurité. Ensuite, je vais pouvoir venir créer ma deuxième catégorie, celle des spams.
Donc ici, je vais lui dire les mails indésirables ou non pertinents tels que les publicités, les newsletters non sollicités, ou tout contenu qui ne nécessite aucune action. D'accord? Donc exemple, une offre commerciale, une promotion, un message répétitif, par exemple. Ensuite, pour la partie questions et la partie support, je vais lui demander de prendre en compte tous les mails qui contiennent des questions, des demandes d'informations ou des besoins d'assistance. Par exemple, une demande de documentation, une question technique ou une demande de support client. Maintenant, admettons qu'on ait un mail qui ne rentre pas dans une de ces catégories. Donc à ce moment-là, ce qu'on peut venir faire, c'est aller dans Add Option, ici, tac, et là, vous allez cliquer sur Output One Extra Other Branch. Et donc là, on peut voir que du coup, dans les catégories, on a la catégorie Other qui va prendre en compte tous les mails qui ne sont pas catégorisés par l'IA dans important, spam ou question. Ensuite, un élément super important à définir, évidemment, c'est tout simplement lui donner le contenu du mail pour qu'il puisse justement le traiter en fonction des règles, entre guillemets, qu'on lui a données juste ici. Et donc pour ça, évidemment, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous allez cliquer sur expression parce qu'on va utiliser des variables. On peut se mettre ici en plein écran, et ce que vous allez faire, c'est tout simplement lui donner un maximum d'informations pour qu'il puisse justement traiter le mail avec efficacité. Donc ici, je vais lui donner l'adresse expéditrice, donc ça va être celui-ci, hop, donc cette variable-là. Ensuite, je vais lui donner l'objet du mail, et évidemment le contenu, tac, voilà. Et donc là, à partir de là, notre IA, elle a les informations les plus importantes pour pouvoir traiter le mail. Ensuite, évidemment, ici, on utilise une node alimentée par intelligence artificielle. Donc forcément, ici, on va devoir lui donner un modèle. Donc moi, pour le coup, je vais utiliser celui d'OpenAI, hop. Donc ici, on peut voir qu'il a traité mon mail comme important, simplement parce que ici, on a traité ce mail-là, qui comporte évidemment les mots-clés que je lui définis dans la partie importante. Voilà, je lui dis dans la partie importante ici, qu'il doit me traiter tous les mails contenant les mots-clés urgents, alerte, incident ou lié à un problème technique, ce qui est clairement le cas avec mon mail. Maintenant, si on veut catégoriser ce mail comme important et ensuite envoyer une alerte sur Teams, on va venir faire, c'est ajouter à partir de cette branche-là une nouvelle node. En une nouvelle node, évidemment, on va partir sur Outlook, encore une fois. Donc là, forcément, on va devoir choisir l'ID du message. Évidemment, c'est une variable, donc on reste en dynamique. Et à chaque fois, l'ID va se mettre à jour dynamiquement. Donc pour ça, on va aller dans la node Outlook qui est chargée justement de récupérer le mail en question. Et ce qui nous intéresse, vous voyez, par ID, donc ici on récupère la variable ID. On la déplace ici, et voilà. Ici, dans Update Field, on va tout simplement choisir la catégorie qui nous intéresse. Donc là, j'ai pas créé de catégorie en particulier, mais on va partir du principe que la catégorie rouge concerne les mails importants. D'accord? Et là, si je fais Execute Step, donc là, on peut voir que j'ai actualisé ma boîte de réception et que la catégorie rouge a bien été mise à jour sur mon mail. Maintenant, l'idée, c'est d'envoyer tout simplement une notification sur Teams pour nous alerter qu'on a bien reçu ce mail-là. Donc pour ça, rien de plus simple, on part directement sur la node du canal qui vous intéresse. Donc moi, en l'occurrence, c'est Teams. Et tout simplement, je vais faire Create Message, hop, ici. Là, je vais devoir setup mes identifiants, sélectionner un channel, sélectionner une équipe, et tout simplement écrire le message que je souhaite ici. Là, je pense que vous avez compris le principe, je vais pas m'amuser à paramétrer cette node. Donc maintenant, concernant les spams, on va exactement faire la même chose. Donc on va récupérer la node Outlook, d'accord? On va aller dans la partie message, hop, tac, tac, tac. Et une fois dans les messages, on va tout simplement choisir l'option qui nous permet de déplacer un email dans un dossier. Donc pour ça, on va choisir tout simplement l'option Move un message, hop, ici. Donc là, de façon dynamique, dans Message, vous allez renseigner l'ID du mail en question, comme je l'ai fait précédemment. Et là, vous allez tout simplement choisir le dossier Junk Email, ou le dossier que vous souhaitez, pour tout simplement dire à l'IA, enfin plutôt à Newton, de déplacer le mail en question dans le dossier courrier indésirable. Donc là, comme vous pouvez le voir, on se retrouve dans un cas de figure où j'ai une erreur. Ok. Donc au niveau de mon spam, ici, enfin ma node qui permet de gérer mon spam, ma node me donne une erreur, tout simplement, il me manque l'ID. D'accord? Donc c'est assez logique qu'elle me claque une erreur, c'est tout simplement parce que elle ne sait pas quel mail rediriger. Donc là, on peut voir qu'au niveau de mon input, je ne peux pas récupérer tout simplement l'ID en question, donc celui que je dois saisir ici, parce que tout simplement la node est trop loin dans le workflow. Donc quand c'est comme ça, ce qu'il faut faire, c'est redéfinir la variable une nouvelle fois.
Et comment on fait ça? Avec un set. Donc là, tout simplement, juste avant cette note-là, vous allez rajouter un set, d'accord? Vous allez taper set dans la barre, et là, vous allez pouvoir aller chercher directement l'ID qui est ici, mais pour ça, il faut rattacher, hop, à mon edit. Donc là, il faut le rattacher directement, hop, à ma node. Là, de là, vous allez pouvoir saisir l'ID, donc vous voyez, là, il apparaît. Là, vous pouvez récupérer la variable qui vous intéresse. Donc nous, à l'occurrence, ici, c'est juste l'ID. Hop, je la déplace ici. Là, vous pouvez redéfinir le nom de la variable. Et ici, donc là, vous avez directement la sortie, qui est donc json.id. Hop, ici, tac. Ça, on le ferme. Voilà, hop. On réexécute le workflow. Et là, du coup, si on regarde au niveau de l'edit field, on peut voir que, tout simplement, je peux retrouver ma variable qui m'intéresse. Hop, je la déplace dans le champ dynamique, expression, dans message, et voilà. Cette fois-ci, si je fais execute step, on peut voir que cette fois-ci, la node s'exécute correctement. Ok, alors maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir se pencher sur l'agent IA qui va justement être capable de répondre aux questions sur la base d'une base de connaissances qu'on va lui donner au préalable, d'accord? Donc pour ça, on va imaginer le scénario suivant. Admettons qu'on soit une société informatique, d'accord? Donc nous, on est une société qui revend du matériel informatique. Donc là, pour le coup, c'est juste une zone de texte, mais j'aurais très bien pu faire un tableau Excel, hein, avec une zone, une colonne prix, une colonne produit, une colonne stock, d'accord? Ça aurait été peut-être plus intéressant. Là, j'ai une politique d'expédition, là, j'ai une politique de support, et là, j'ai mes conditions tarifaires. D'accord? Donc tout ça c'est quoi? C'est de la data que je vais vectoriser dans ma base de données et dans laquelle l'IA va venir aller chercher pour justement répondre à mes questions. Donc vous l'aurez compris, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Lorsque vous souhaitez mettre en place cette automatisation, donc admettons si vous recevez assez régulièrement les mêmes questions, les réponses que vous allez apporter de façon récurrente, c'est justement ce type de data qu'il vous faut à vectoriser dans votre base pour que justement l'IA puisse se calquer dessus. Maintenant, imaginons qu'on a une société, enfin plutôt un client, qui nous envoie ce mail-là, d'accord? Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Bonjour, nous avons un projet de la mise à jour de notre infrastructure réseau et nous envisageons d'acheter plusieurs équipements. Pouvez-vous me confirmer combien d'unités du firewall Palo Alto PA machin machin, référence blablabla, sont encore disponibles en stock? D'accord? Et également, est-ce que le délai d'expédition est bien de 72 heures comme indiqué précédemment? Donc là, comme on peut le voir, on a une question qui traite des informations qu'on a référencées dans notre document. D'accord? Encore une fois, ça peut être plusieurs autres documents, ça peut être des PDF, ça peut être des fichiers CSV, des fichiers Excel, en format Excel, ça peut être des PDF, etc., etc. D'accord? Mais là, pour la démonstration, on va se contenter uniquement de ce fichier TXT. Ok? Donc, non, le but, c'est tout simplement de faire en sorte que l'IA puisse nous répondre. Alors, pour ça, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser un agent IA, d'accord? Et pas un LLM comme je l'avais montré précédemment. Pourquoi? Parce que justement, la différence de l'agent IA avec un LLM, c'est que l'agent IA, lui, il va avoir la possibilité d'utiliser des outils, d'accord? Et parmi ces outils, on va venir justement sélectionner une base de données vectorielle, d'accord? Donc on a le choix, comme vous pouvez le voir juste ici, dans Vector Store. On en a vraiment pas mal, voilà, mais ça on va le faire juste après. D'abord on va setup notre agent IA. Bon déjà, première chose que je vais faire, c'est que je vais récupérer ça, question, hop, ici, voilà. Ça évidemment c'est pour que je puisse récupérer mon message ici, d'accord? Et lui donner directement dans le prompt. Et le prompt, justement, il faut le setup, parce que par défaut, comme vous pouvez le voir, il est basé sur plusieurs messages. Ici, on va lui indiquer qu'on veut le définir juste en dessous. Donc encore une fois, on se met en dynamique. Là, je vais exécuter du coup le workflow pour récupérer les valeurs. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir du coup le contenu du mail. D'accord? Contenu du message. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est l'expéditeur. Et bah, c'est tout. Ensuite, ah oui, l'objet aussi, ça peut être pas mal. Hop, voilà, l'objet, ça peut être pas mal aussi. Donc, tout simplement, maintenant, on va pouvoir lui donner nos variables. Donc, l'objet, c'est celui-ci. Hop. Body preview, comme vous pouvez le voir ici, c'est justement le message en question. Donc, ça, c'est le mail que je vous ai montré il y a un instant. Hop, on va le mettre là. Et l'adresse expéditrice, voilà, c'est celle-ci. D'accord? Donc là, si on regarde à droite, vous pouvez voir que là, du coup, dans le prompt, eh ben, on lui donne tout simplement toutes les informations dont il aura besoin.
donc à savoir l'adresse expéditrice. Il aura aussi du coup l'objet et le contenu du message. Donc maintenant, nous, ce qu'on va venir faire, c'est déjà lui ajouter un chat modèle. On va utiliser quoi? On va utiliser OpenAI comme d'hab. Hop, tac. Donc on va garder le modèle GPT-4.1 mini, quoique non. Donc là, pour le modèle, on va aller plutôt sur du GPT-4o mini, si possible. Tac, 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 il est où? Il est où? Non, c'est pas celui-ci. Hop, il est là. Ok, donc maintenant justement, l'idée c'est de connecter notre agent IA à une base de données vectorielle pour lui donner la source, enfin plutôt la connaissance dont il a besoin pour répondre ensuite aux mails, d'accord? Donc pour ça, on va utiliser, comme je l'ai dit, une vector store. Donc là, vous avez le choix, d'accord? Vous pouvez utiliser pas mal d'outils qui existent déjà. Donc on a Supabase par exemple, Qt pour les plus connus. On a Postgres aussi qui propose de la vectorisation aussi. MongoDB, Pincon, etc. Enfin voilà. Alors nous, pour plus de simplicité, vu que c'est une démonstration et le but c'est finalement juste de vous faire comprendre comment fonctionne NUTN et pas spécialement un agent RAG IA, en tout cas pas dans les grandes lignes, donc je vais pas m'attarder sur ces outils-là, mais ce que je vous invite à faire c'est vraiment de vous renseigner de votre côté si vous êtes intéressé pour ce type de workflow, parce que je sais que c'est un workflow qui est assez connu, enfin une idée d'automatisation qui est assez connue et très utilisée. Mais ici, c'est pas l'objet de la vidéo. Nous, on veut juste se concentrer sur sur les tenants et les aboutissants. Et pour ça, on va choisir tout simplement la solution de facilité avec NUTN que propose NUTN. Donc, c'est tout simplement. Alors attendez, si je tape Vector Store, voilà. En fait, vous pouvez voir que ici, NUTN propose un RAG Starter Template. D'accord? Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un template de workflow qui permet de mettre en place un agent IA. Donc là, on n'a pas forcément le besoin d'utiliser quoi que ce soit. Et ce que j'aime bien avec ce template, il vous montre exactement comment fonctionne un agent RAG. D'accord? Donc, pour faire simple, au niveau du premier composant, forcément on a l'input. Donc ça, il faut imaginer que c'est notre boîte de réception. Donc nous, on va la supprimer parce qu'on va pas en avoir besoin. Maintenant, ici, on a forcément l'agent IA qu'on vient de paramétrer il y a un instant et le chat modèle sur lequel notre agent va se reposer. Ok. Donc là, justement, on retrouve le Query Data Tools. Qu'est-ce que c'est? C'est justement l'outil qui va nous permettre d'interroger la base de données vectorielle. Donc là, ce qui est une base de données vectorielle interne, hein, d'accord, pour rappel. Donc c'est celle-ci, c'est celle qui est native à NUTN. Ensuite, on a cette petite node qui est là, d'accord, qui fait la jointure entre notre base et l'outil qui permet d'interroger la base. Ok. Pourquoi? Parce que justement, cette node-là, c'est justement le modèle d'OpenAI qui permet de transformer chaque chunk qui va venir rentrer ici. Et donc cette node, qu'est-ce que c'est finalement? C'est tout simplement le modèle d'embedding OpenAI. D'accord? Donc en traduction, c'est le modèle d'intelligence artificielle d'OpenAI pour justement vectoriser les données. Voilà, vulgairement c'est ça. Voilà, donc si on récapitule le schéma, les données sont stockées ici dans la base en vector, en données vectorielles. Et c'est justement cet outil-là qui va nous permettre de faire la recherche sémantique par similarité au niveau de cette base pour donner la possibilité à cet outil de tout simplement transférer les données à notre IA, d'accord? Pour que notre IA puisse les lire et les comprendre et ainsi répondre à notre question. Et après, on a cette node-là, le défaut data loader. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Donc cette node, elle a pour rôle de tout simplement préparer, nettoyer le contenu du document, tout simplement avant l'insertion dans la vector store, d'accord? Donc dans la base de données. C'est ce qui va nous permettre, donc, du coup, de faciliter la vectorisation des données. Voilà, vulgairement parlant. Et ici, très important, on a justement cette node qui est en fait un formulaire qui va nous permettre de recueillir le fichier à vectoriser. D'accord? Donc, moi, je vais lui donner tout simplement ce fichier-là. Ok, le stock X. Donc pour ça, c'est simple, en fait, execute step. Et là, vous pouvez tout simplement importer votre fichier local directement ici. Et évidemment, il y a, comme vous l'aurez peut-être compris, il y a différentes façons de rendre ce processus totalement automatisé. Vous n'êtes pas obligé de créer une base comme ça en local directement sur NUTN et ensuite venir importer les fichiers à la main. Vous pouvez très bien aller beaucoup plus loin, par exemple si vous avez un Google Drive, vous pouvez très bien récupérer ces données-là de façon totalement dynamique et automatisée et les insérer directement dans cette node ici pour ensuite qu'ensuite votre IA puisse appuyer dessus
et ainsi répondre à vos questions. D'accord? Donc nous, on va pas aller jusqu'à là, parce qu'encore une fois, ce n'est pas le projet, ce n'est pas le but. Ici, on veut simplement comprendre comment est-ce qu'un agent RAG fonctionne, étant donné que c'est une formation dédiée à N8N dans son ensemble, et pas uniquement à la création d'un agent RAG. Mais je serais ravi de faire un tutoriel plus approfondi là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc, finalement, ce qu'on va venir faire ici, c'est de tout simplement copier ce qui nous intéresse. Hop. Donc ici, on n'a pas besoin de l'agent IA parce que nous, on a déjà créé ça aussi. Donc, on va s'intéresser uniquement à cette partie-là. D'accord? Hop, copier. Et là, du coup, je vais pouvoir venir euh, coller directement mes outils. Voilà. Donc, je vais relier du coup la fonction tools à ici, d'accord? Et voilà, tout simplement. Maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est importer mon fichier. Donc, petite précision, là, par défaut, je ne peux pas importer mon fichier. Pourquoi? Parce que, tout bêtement, mon fichier est en .txt. Et donc, pour ça, j'ai besoin de définir au niveau du formulaire, ici, vous voyez, je peux, par défaut, importer uniquement les points PDF et les points CSV. Donc, pour importer mon .txt, je vais faire un virgule, tout simplement, .txt, d'accord? Mais voilà, donc c'est pas obligé, mais c'est ce qui est paramétré par défaut. Une fois que mon fichier est importé, donc là on peut voir que mon fichier txt a bien été importé dans la colonne binaire, ici. On peut même visualiser le binaire et le télécharger. Donc on peut voir que le contenu est exactement le même que celui que je vous ai montré précédemment. Donc c'est ok pour cette partie-là. Donc maintenant, pour apporter plus contexte, concrètement expliquer ce que doit faire mon IA, donc un paramètre hyper important à venir paramétrer, c'est justement le système message, d'accord? Donc ça c'est super important parce que si vous définissez pas de système message, donc là finalement vous donnez totalement la liberté à votre IA de faire ce qu'elle a envie de faire, ça c'est pas forcément ce qu'on veut. Nous on veut vraiment lui apporter un contexte, des règles à respecter et des limites à ne pas franchir. Voilà, parce que sinon si je lui donne simplement le message ici, elle va pas comprendre concrètement ce qu'elle doit faire avec. Donc pour ça, vous allez aller dans Options, ici, vous faites Add, System Message. Donc, moi, ce que j'ai défini, c'est ce message. C'est ce message-là. Concrètement, ce message, il nous dit quoi? Il nous dit exactement, enfin plutôt, il dit à l'IA exactement ce qu'elle doit faire. Précise son rôle, ce qu'elle est, son rôle, voilà, tu es un assistant virtuel chargé de répondre aux mails clients, blablabla, pour une société informatique spécialisée dans la vente de matériel réseau, d'accord? Pour faire sens à mon fichier qui est là. Et donc ta mission est de rédiger des réponses professionnelles et claires en utilisant uniquement les informations présentes dans la base de connaissances, base vectorielle fournie, d'accord? Et donc en disant ça, notre agent IA, il va tout simplement utiliser l'outil de Vectorbase qu'on lui a donné pour aller piocher les réponses aux questions qu'on va lui donner, d'accord? Donc là, je lui indique quelques règles, un peu plus de contexte et un format prédéfini. Évidemment, ça c'est quelque chose qui est très basique, hein, comme système message, c'est quelque chose que j'ai généré en quelques secondes avec ChatGPT, mais évidemment pour une société en production, il est recommandé de définir un message système beaucoup plus complet, beaucoup plus long, et généralement les premières fois, on n'a pas forcément le résultat attendu, donc c'est pour ça qu'on est souvent amené à devoir faire plusieurs itérations au niveau du processus pour être sûr que tout fonctionne correctement et qu'on n'a pas d'erreur avec l'IA. Donc je viens copier mon message et le coller tout simplement ici, d'accord? Donc là je peux rester en fixe évidemment, et voilà, tout simplement. Là j'ai normalement tout qui est prêt, on va pouvoir lancer un test. Donc c'est parti, hop. Voilà, donc là mon trigger récupère mon mail, le mail que je vous ai montré à l'instant. Mon texte classifier a repéré la question, il me l'a envoyé directement à mon agent IA, et lui, à partir de la base de données vectorielle, a su tout simplement répondre à la question normalement, et voilà. Dans l'output, ici vous pouvez voir que la réponse a bien été donnée en fonction des informations du document, d'accord? Donc maintenant, ce qu'on veut, c'est tout simplement répondre par mail, hein, parce que le but, c'est pas de s'arrêter à un simple output sur une UTN, sinon ça n'aurait pas de sens. Donc pour ça, tout simplement, on clique sur le petit plus ici, on vient choisir la node Outlook, tac, et cette fois-ci, au lieu d'envoyer un message, ce qu'on va faire, c'est répondre à un message, d'accord? Donc on fait reply to a message, hop, ici, et ici, tout simplement, on va venir, tout simplement, comme d'habitude, récupérer l'ID du message, ici, voilà, tac,
Là, vous pouvez définir une option qui va permettre de répondre uniquement à l'expéditeur, OK? Si jamais il y a plusieurs personnes dans la boucle, mais là, c'est pas utile. Et dans message, tout simplement, on va venir récupérer, l'output de notre agent IA, OK? On va le mettre juste là et dans options, on va venir sélectionner, enfin plutôt activer cette option parce que on veut tout simplement que, le mail soit rédigé en tant que brouillon. Alors, donc là, on va pouvoir tout simplement faire execute, step, voilà. Si je vais sur ma boîte de réception, on peut voir que le mail a bien été rédigé en tant que brouillon, d'accord? Donc pour rappel, la question c'était de savoir combien avons-nous d'unités, au niveau des firewalls, Palo Alto, avec cette référence-là, OK? Les CTX, 001, voilà, de savoir s'ils sont encore en stock et si le délai d'expédition est bien de 72 heures. Alors maintenant, on va voir ce que l'IA nous a répondu et ce qu'on avait noté dans notre document. Alors, l'IA nous a dit bonjour, nous avons actuellement 12 unités de firewall, Palo, machin machin, référence, tatatana, disponibles en stock. Si vous avez besoin de plus d'informations, voilà, nanana. Ok, bon. Donc, réponse un peu légère, je trouve. Là, on va quand même vérifier si le nombre d'unités est exact. Pour le firewall. Donc pour ça, je vais directement dans mes stocks et voilà, donc là on peut voir que le firewall CTX 001 avec cette référence-là, j'en ai bien 12, donc c'est bon. Après, comme je vous l'ai dit, c'est une question d'itération, il faut venir jouer avec les modèles d'intelligence artificielle pour de meilleurs résultats, améliorer le système message, etc. Et à la fin, vous allez vraiment avoir quelque chose de plutôt pas mal. Mais en tout cas, je pense que vous avez compris comment tout fonctionne. Donc là, on peut quand même voir qu'il y a un petit souci par contre qui peut être un peu embêtant, c'est tout simplement la syntaxe du mail qui est mal formatée, tout simplement, d'accord? Et donc ça, c'est dû à quoi? C'est dû tout simplement à cette node-là qui n'est pas capable, en tout cas aujourd'hui encore, de formater les mails correctement lorsqu'il s'agit de répondre à un mail. Et pour ça, on va utiliser une petite astuce qui consiste en fait à update le message en question, d'accord? Donc pour ça, je vais réutiliser ma node Outlook. Je vais tout simplement aller dans Message Action. Et si je sélectionne cette option, hop, je vais avoir la possibilité de récupérer l'ID de mon message, donc celui qui a été rédigé, le brouillon. Et donc dans les options à mettre à jour, je vais choisir le message en question. Donc le message qui est contenu ici, hop, mon output. Et là, je vais faire execute step. Et si je retourne cette fois-ci dans ma boîte mail, voilà, on peut voir que le mail a bien été formaté cette fois-ci. Bon voilà, je pense que vous avez compris le fonctionnement du workflow, qu'on a fait à peu près le tour. Évidemment, on pourrait aller beaucoup plus loin, d'accord? C'est vraiment en fonction de votre besoin, en fonction de ce que vous voulez vraiment faire. On aurait très bien pu rediriger les mails de la catégorie autre dans un dossier en particulier. On aurait très bien pu aussi améliorer notre base de connaissances vectorielle pour alimenter un peu plus notre agent IA. On aurait pu aussi mettre en place une automatisation permettant de télécharger des pièces jointes et les classer dans un fichier Excel. Voilà, on aurait vraiment pu aller bien plus loin. Finalement, il n'y a pas vraiment de limite, c'est vous et votre créativité, vous et vos besoins. Mais voilà, donc là on a pu aller jusqu'au bout de la consigne, et tout est fonctionnel. Mis à part la node Teams, que j'ai pas pu configurer à cause de mes crédentiels, mais je saute cette étape, parce que selon moi c'était pas très important pour cet exercice. Le but c'était vraiment de vous montrer comment fonctionne un agent IA, mais surtout comment fonctionne un agent RAG, d'accord? Et ce qu'il est possible de faire. Et aussi de vous montrer un peu comment fonctionne cette super node que je trouve assez pratique, contrairement au switch que je vous ai montré précédemment. Bah écoutez, on a pu faire le tour de cette formation avec N8N. Encore une fois, j'ai pas voulu aller trop dans les détails parce que sinon ça aurait été assez long. Le but était vraiment de vous expliquer cette notion algorithmique, de vous expliquer le bon schéma de pensée à avoir lorsqu'il s'agit de créer une automatisation, vous montrer quand même évidemment les bases au niveau de N8N. Et finalement, la meilleure façon d'apprendre cet outil est de se lancer, de se challenger, de se lancer des projets et de tout simplement pratiquer. Donc, on se quitte sur des bonnes pratiques à mettre en place. Je vous mettrai quand même en description certaines ressources, notamment évidemment la documentation de N8N avec leur site officiel et quelques cheat sheets que je trouverai sur internet assez intéressantes. Sinon, à part ça, je vous dis merci d'avoir regardé la formation jusqu'au bout. Portez-vous bien et à la prochaine.